Parmi les autres sujets prépondérants de cette rentrée, l'autre champ sémantique que l'on ne peut pas ignorer, on parle beaucoup, de plus en plus, du sujet de l'attention. Il était au cœur des débats au mois de novembre dernier. Ceux qui n'étaient pas là peuvent encore retrouver cette matinée, d'ailleurs en replay sur le site de l'UDECAM. Elle était riche de débats fructueux, tout à fait intéressant. On y a mesuré à quel point le marché, qui a longtemps été guidé par le sujet de la visibilité, opère un shift puissant actuellement, donc celui de l'attention, qui soulève un certain nombre de questions. Finalement, qu'est-ce que c'est aujourd'hui qu'un inventaire de qualité? Quels sont les garants de cette qualité aujourd'hui? Et comment est-ce que, face à la surpuissance des GAFA, les médias français peuvent tirer leur épingle du jeu et faire la différence? Finalement, ce que je vous propose, c'est de s'interroger justement sur ces notions d'impression, de contexte, de passer en revue les labels de qualité qui existent aujourd'hui entre le Digital Ad Trust d'une part, mais aussi les outils d'aide vérification, encore la lutte contre les fake news. Ce sera le sujet de cette deuxième table ronde qui est animée tout de suite par François Quérel, que j'appelle sur scène, rédacteur en chef et directeur de la rédaction de 100% Média, accompagné d'Adrien Lepage, qui est Chief Digital Officer de Mindshare France. Masaki, allez, je te laisse la place, je t'en prie, qui est Head of Data d'Avas Media. Vous pouvez les applaudir absolument, les remercier de leur présence. Caroline Hugoninck, Senior VP Research and Insight de TITS. Fabien Magalon, cofondateur et CEO de xpelen.ai. Isabelle Schlumberger, directrice générale au commerce, au marketing et au développement de JC Deco. Sylvia Tassan-Tofola en tant que présidente du SRI. Et Julien Lambe, Media Lead de Nestlé. Merci d'être avec nous ce matin. Merci, merci beaucoup Charlotte. Merci en tout cas d'être là, d'être avec nous ce matin pour parler de ces sujets avec un beau plateau ce matin. En tout cas, merci à vous tous d'avoir été là. Le retour du gré à gré, on en parlera dans un instant avec les excellents chiffres de l'IPUB par rapport aux problématiques montrent qu'aujourd'hui, les annonceurs et évidemment conseillés par leur agence veulent acheter le bon inventaire au meilleur prix, le mieux placé dans le meilleur contexte. Et évidemment, s'ils consomment moins d'empreintes carbone, c'est encore mieux. Et on va parler de tout ça avec nous tous. Merci en tout cas d'être là pour échanger ensemble autour de ces sujets-là. D'abord, je vais me diriger vers Sylvia Tassan-Tofola en tant que présidente du SRI. Le SRI qui a présenté son observatoire de l'IPUB 2022. Alors évidemment, tout le monde s'est plongé dans les slides et ont pu voir et ont pu lire dans la presse professionnelle également les différents comptes rendus. Finalement, aujourd'hui, l'état du marché de la pub digitale va pas trop mal, mais on voit quand même arriver un nouveau cycle. Et d'ailleurs, c'est le sujet aussi de notre table ronde, hein, comment les médias peuvent se transformer. On voit qu'il y a des grandes masses qui sont en train d'évoluer, hein, notamment d'un côté les GAFA, ce que vous appelez le SRI avec l'UDECAM et Olivier Wyman, les GMA, hein, Google, Meta, Amazon, perdent un petit peu de part de marché, hein, un tout petit peu. Mais ce que j'ai aussi retenu, c'est que les acteurs digitaux français, en tout cas les acteurs historiques qui sont sur le digital, notamment TV Radio, eux gagnent du marché avec plus 18% sur l'année 2022. Aujourd'hui, c'est quoi ce nouveau cycle, Sylvia, finalement ? Alors bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, les faits marquants de l'Observatoire, ça a été une année 2022 avec une croissance de plus 10%. Et une année à deux vitesses, avec un S1 à plus 15 et un S2 à plus 6%, qui est finalement en dessous de ce qu'on avait pu anticiper à milieu d'année en 2022. Donc clairement, il y a une décélération. Après, les mots sont connus, d'un contexte économique, social, sociétal, enfin bref, je pense qu'on le vit tous au quotidien. Pour autant, cette croissance, elle est toujours là, elle est effectivement à deux chiffres. Et les drivers sont clairs, donc juste c'est important de les rappeler, hein. Il y a 4 drivers significatifs sur ce marché 2022. Un, le search, et dans le search, la croissance du retail. La progression, donc qui est à plus 13%, le search. La progression du retail en soi à plus 30%, avec un retail search qui pèse désormais 15% du search, donc c'est assez significatif. La vidéo au global, avec une progression de 11%, et le social, qui est qu'à plus 10%, quand je rappelle 21 versus 22, c'était à plus 26%. Donc c'est vrai que là, pour le coup, il y a eu une baisse assez importante. Et en effet, tu l'as dit François, il y a, on va dire,
deux grands enseignements. Le premier, c'est dans ce paysage 2022, des acteurs français qui tirent plutôt bien leur épingle du jeu. Dans mon analyse à moi, il y a à la fois dans le retail, où on a des acteurs français qui sont extrêmement dynamiques, que ce soit Infinity, Carrefour, Retail Link, Le Bon Coin, j'en oublie forcément et je m'en excuse. Cette belle dynamique des acteurs télévision-radio qui, effectivement, dans le match face à l'environnement streaming, vidéo et musical, progresse de plus 18 points quand la catégorie streaming progresse que de plus 9%. Donc ça, c'est un point important. Mais quand je dis cette phrase, je tiens aussi à saluer que la vidéo n'est pas l'apanage de la télévision. Et je tenais à saluer toutes les initiatives qui sont faites en presse. Je l'ai déjà dit au moment de l'Observatoire, sur le sujet de la vidéo, aussi sur le sujet de l'ID, qui était le sujet précédent de la table ronde. L'autre point important, c'est la remontée du gré à gré, qui est à plus 21%, avec un programmatique qui n'est qu'à plus 4%. Mais attention, ce n'est pas la fin du programmatique, c'est l'open auction. En fait, on va en parler. Voilà, qui est challengé. Non, mais je tiens juste à le préciser parce que tout de suite, on tire des conclusions assez définitives. Le programmatique n'est pas mort. Voilà, le programmatique n'est pas mort, il mute, il évolue. Et l'autre enseignement, c'est finalement ces pure players, ces GMA, ces GAFA, je ne sais plus comment les appeler, où effectivement, eux, ça y est, ils subissent les effets de la crise. Donc effectivement, ils perdent un point de part de marché, entre guillemets. Maintenant, le GMA, le trio, c'est quand même 66% des investissements publicitaires. Donc il y a encore un peu de marge, on va dire, avec 3 acteurs contre plus d'une centaine qui se partagent les 34 autres pourcents. Mais néanmoins, ils sont confrontés à des baisses de valeur boursière, à des plans d'économie, à effectivement des enjeux réglementaires. Donc ça, c'est vrai. Et surtout, entre eux, les dynamiques sont en train de bouger. C'est-à-dire que sur le streaming, il y a Netflix et Disney qui arrivent avec de la publicité et puis d'une manière générale prennent de la bande passante de consommation. Sur le retail, il y a Amazon qui effectivement attaque par la face nord Google et puis Meta avec TikTok qui effectivement est très dynamique. Donc ça bouge beaucoup. Et des nouvelles attentes des consommateurs. On posera la question dans un instant à Julien Lambe, justement, qui est là qui est le représentant des annonceurs au nom de Nestlé, en tout cas. Un nouveau cycle qui démarre, des nouvelles attentes des annonceurs, et ça va permettre d'engager la conversation. Sylvia, je le disais tout à l'heure, finalement, si on veut le résumer, si je devais le résumer à ma mère, c'est ils veulent acheter au meilleur prix, au meilleur endroit, dans le meilleur contexte, et que ce soit le plus économe en énergie et en empreinte carbone. Oui, c'est bien résumé. Je le formulerai autrement parce que... C'est pour ma mère, ça. Oh, non, mais c'est... je dirais que la nouvelle équation, c'est une attente légitime de performance, aussi un enjeu sur la mesure, que ce soit la mesure cross-média, que ce soit l'attention évidemment, ou effectivement les enjeux entre guillemets d'équité entre Open One et Wall Garden. Donc il y a ça aussi qui fait partie des préoccupations, parce qu'on a fait un panel pour tout le monde au moment de l'Observatoire de l'e-pub. Donc ça, c'est le premier point. L'enjeu, donc performance, mesure, transparence. Et néanmoins, certains disent less is more, et finalement de dire je suis finalement aujourd'hui plus attachée à investir dans des environnements de qualité et à reconsidérer effectivement aussi que c'est corrélé à une certaine valeur, plutôt que d'être dans une logique finalement de productivité à tout prix, à tout crin, un peu stérile. Donc il y a quand même un petit changement de perception et je trouve des signaux positifs de reconnaissance de la valeur à débattre. Voilà, et le rôle de l'agence. Je lance le sujet. Et le rôle de l'agence média, évidemment, va être extrêmement important pour relever ces défis là-dessus. Julien, donc tu es média lead chez Nestlé, on le disait. Alors vous, tu me disais en préparant, et ça va aller un peu à contre-pied de la table ronde, que vous, votre stratégie, elle est surtout autour de la visibilité. On va parler de la mesure de l'attention dans un instant avec des acteurs qui vont nous parler de leur expertise. Aujourd'hui, chez Nestlé, vraiment votre leitmotiv en ce moment, vous avez lancé des pilotes autour du SPO. On va beaucoup en parler, le Supply Path Optimization. L'idée, c'est d'avoir le chemin le plus direct, finalement. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler de ces expérimentations que vous lancez très concrètement chez Nestlé? Bonjour à tous. Effectivement, l'idée en tout cas qu'on a chez Nestlé, et peu importe le sujet, c'est de tester pour prouver et ensuite pouvoir le scaler à toutes nos catégories. Donc si on revient sur le sujet de la parler dans le micro. Pardon, excusez-moi. Si on revient sur le sujet de la visibilité que vous évoquiez en premier lieu, en fait, on est plutôt sur une logique qui se rapproche de l'attention. On ne va pas parler de la visibilité au sens standardisé du terme, comme on a pu le connaître ces dernières années, parce qu'on trouve que ces critères sont devenus un peu obsolètes. Notre norme à nous, d'ailleurs, celle de Nestlé, qui est custom, comme on l'appelle, reste obsolète. On est en train de travailler sur des critères qui combinent visibilité et complétion, parce qu'on fait beaucoup de vidéos.
L'idée, c'est de se rapprocher d'un critère d'attention. Donc, on n'est pas allé jusqu'à de la mesure eye tracking, comme on va en parler par la suite, j'imagine. C'est dans les tuyaux, mais on ne l'a pas encore testé. Donc, ce qu'on a fait sur ce sujet-là, c'est qu'on essaie de corréler la complétion et la visibilité tout en le rattachant à un CPM. Ce qui nous permet, en soi, sur le digital, de pouvoir comparer nos différents formats vidéo, peu importe le canal, finalement. Donc ça, c'est le premier point, c'est sur la vidéo. Alors là, c'est surtout sur la vidéo que vous travaillez, Nestlé. C'est essentiellement de la vidéo. Après, on fait du display, mais on peut aussi... Très bien, désolé. Et effectivement, oui, c'est essentiellement de la vidéo. Mais après, on peut appliquer ces critères-là également sur du display, mais qu'on pratiquement, en tout cas, pour Nestlé. Alors, les contextes, la brand safety, c'est quelque chose d'important. Quel travail vous faites? Alors, vous faites un travail notamment avec votre agent de Zénith. Tu me disais d'ailleurs en préparant que vous avez notamment un whitelisting qui est assez efficace. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? C'est vrai que sur le sujet de la brand safety, en tout cas, on a constaté peu de problèmes ces dernières années, pour la simple et bonne raison qu'on cumule deux filtres. Le premier va être plutôt traité par notre agence média, qui nous met à disposition un whitelisting sur mesure et qui est partagé aux différents partenaires avec qui on travaille, ce qui nous assure au niveau domaine, en tout cas, de ne pas sortir de ce qu'on considère comme qualitatif. Et le deuxième filtre, lui, est plutôt porté sur la partie pré-bid et donc sur la partie contexte, avec qui on travaille le sujet, avec IAS, qui est notre acteur mesureur qui nous permet de faire ça. Et pour vous donner un petit exemple, on est tellement drastique sur le sujet que pendant la guerre en Ukraine, on a constaté qu'on avait des gros problèmes de diffusion sur des sites aussi premium que le Figaro ou le Monde. Donc voilà, c'est cette combinaison de ces deux filtres en fait. Donc ça va même peut-être des fois un peu loin, on va dire. Ça peut aller loin. Ça peut vous brider en fait. Et c'est là où le juste milieu est à trouver, notamment sur la partie pré-bid et sur la partie de contexte, on va dire. On a parlé de normes, justement. Tu me disais que vous avez, c'est vrai que Nestlé est une multinationale internationale, mondiale, on va dire, vous avez vos normes à vous. Justement, comment ça pourrait se combiner là-dessus? On parlera du Digital Ad Trust et éventuellement du Sustainable Digital Ad Trust tout à l'heure, mais comment vous arrivez à combiner finalement ce que le marché peut créer ici, les discussions qu'ils peuvent avoir, participer au succès de normes et en même temps respecter, disons, les normes du global? Je pense que le sujet de l'attention résume bien la chose. Comme je vous le disais, on travaille d'une façon peut-être différente. Pour l'instant, on ne fait pas d'eye tracking, mais on s'y rapproche. Ce qu'on veut, c'est que notre publicité soit vue et complétée. Donc, qu'on ait mécaniquement une attention assez élevée de nos formats. Et donc, c'est comme ça qu'on essaie de travailler la chose. Après, on est à l'écoute de tous les projets. On en a parlé avec Fabien la semaine dernière, par exemple, des discussions très intéressantes sur la mesure. Voilà, on essaye de suivre ce qui se passe au niveau local pour le faire remonter au niveau global où les décisions se prennent, notamment sur ces normes. Alors justement, le rôle de l'agence dans ce qui a été déjà tracé par Sylvia et Julien à l'instant est extrêmement important. Masaki, tu me disais que finalement, en préparant, que pour toi, c'était la fin de l'ère du planning d'audience et c'était la fin du tout data. Alors, pour un head of data de chez Havas Media, ça m'a un peu surpris que tu me dises c'est la fin du tout data. Retourne ta veste, en fait. Non, c'est le moment d'assumer, François. Et effectivement, je pense que il faut savoir parfois prendre un peu de distance vis-à-vis de sa matière de prédilection. Et en l'occurrence, il me semble qu'on est dans un écosystème où, compte tenu du fait de nos difficultés croissantes à accéder aux données personnelles, donc les données personnelles ont tendance à se raréfier, eh bien, au fond, tous les experts data devraient revendiquer une certaine distance. Une distance qui n'est rien d'autre que du discernement à un moment où il devient prioritaire d'aider les marques à faire de la publicité sans données personnelles. Et sans données personnelles, ça ne veut pas dire sans aucune donnée, puisque bien heureusement, il existe des données qui ne sont pas des données personnelles, ça ne veut pas dire non plus sans technologie. Mais en fait, ce qui, de notre point de vue, est devenu non seulement un mirage, mais surtout un danger, c'est cette obsession, comme tu l'as dit, du tout data. Cette approche où tout doit être data-driven. Cette approche où on mise tout sur le ciblage d'audience. On achète des audiences et non plus des médias, c'est ce qu'on a entendu dans la profession pendant des années, ce qui signifie au fond que peu importe l'endroit où est affichée la publicité, pourvu qu'on touche la cible. Mais ça c'est encore le cas aujourd'hui? C'est encore le cas aujourd'hui. Tu te rappelles de ce slogan « Anywhere, anytime, any device, any blablabla at Awad », un slogan qui est pratique, certes, mais qui, à mon avis, est surtout simpliste et qui, quand on l'applique au marché de la publicité, surtout n'est pas raisonnable. D'abord parce qu'il est mauvais pour l'équilibre économique de l'écosystème.
en se désintéressant du contenu et du contexte qui héberge la publicité. Et d'ailleurs, soit dit en passant, rappelons-nous toujours que l'opportunité de contact publicitaire n'existe que par la grâce d'un contenu qui a su attirer un public. Ça peut paraître absolument trivial, mais je pense qu'on l'avait un peu oublié. Donc, en se désintéressant du contenu, on dévalorise les médias. Les médias ne sont plus rémunérés à hauteur de la qualité du contenu qu'ils ont produit. Or, quand la valeur de l'inventaire baisse, qu'est-ce qui se passe? En réaction naturelle, beaucoup de régies se mettent à accroître la quantité d'inventaire pour compenser. Et donc voilà comment on enclenche un cercle vicieux avec un nivellement par le bas de, je dirais, la qualité de l'offre d'espace publicitaire en digital. Le deuxième danger, je pense que c'est des régies. On travaille aussi bien avec des annonceurs qu'avec des régies. Le deuxième danger, il est pour les annonceurs. Toucher sa cible, c'est bien. Mais si votre publicité a été affichée dans des conditions médiocres, dans des conditions telles que la perception et la lecture du message aient été impossibles, on est d'accord que ça n'a servi à rien. On a gaspillé de l'argent et on a gaspillé de l'énergie. Sur une campagne de plusieurs milliers d'impressions, ça fait quelques tonnes de CO2 qu'on a généré pour rien. D'où la nécessité, je pense, de réintroduire du média planning, tout du moins certaines techniques, certaines pratiques du média planning dans les stratégies, et d'où la nécessité aussi de mettre en œuvre des moyens de mesure qui rendent pleinement compte de la qualité de l'exposition publicitaire. Et c'est là que le marché a progressé. Donc là, c'est la mesure de l'attention. Hein. Voilà, je vais l'introduire, mais je veux laisser de la place à mes confrères, bien entendu. Fabien en parlera. Bien sûr, Fabien, Caroline. Et Caroline aussi. Le marché a progressé parce qu'il s'est rendu compte que les outils de visibilité classiques ne suffisaient plus. Au fond, quand on y réfléchit bien, les outils de visibilité se contentent d'un contrôle à minima. Ils ne font que vérifier si, oui ou non, la création a été affichée à l'écran. Or, on comprend bien tous qu'une impression peut avoir été visible sans pour autant que les conditions d'exposition soient favorables à l'attention, à la lecture, à la mémorisation et derrière, finalement, à tout résultat au bénéfice de l'annonceur. Si votre pub est coincée tout en bas à droite de l'écran, si elle est noyée au milieu de 10 publicités d'autres annonceurs, si le message est retranscrit sur une bannière dont la taille réelle est de 7 mm sur 3 sur un écran de mobile, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est illisible, à moins que vous ayez une loupe sur vous. Mais le fait est que peu de personnes ont l'habitude de se balader avec une loupe, donc la loupe n'est pas une solution. Donc voilà, on a dans tous ces exemples, et il y en a tant d'autres, le digital a ce site fabuleux qui possède une infinie variété de formats et d'emplacements. Il y a beaucoup d'autres exemples de configuration de ce type. On a besoin d'outils qui nous permettent de prendre en compte plus de critères, un faisceau d'informations qui décrivent la configuration de l'exposition qui soit plus large pour mieux évaluer la qualité de l'inventaire. Et donc voilà, je vais laisser en parler Fabien et Caroline. Je voudrais juste finir en disant que finalement, si vous m'avez suivi, j'espère que je n'ai pas été trop confus, cette dégradation de l'accès, de notre capacité à accéder aux données personnelles, elle aura au moins eu la vertu de nous conduire à nous réintéresser de très près aux enjeux de qualité média. Et ça, c'est absolument critique pour notre industrie, puisque ce qui est en jeu en digital actuellement, ce n'est pas seulement le consentement au traitement de données personnelles, c'est le consentement à la publicité tout court. Donc, on a beaucoup de choses à changer et ça, c'est un premier chantier, un premier projet qui est important. On a vu que finalement, le consentement, il était là, puisqu'on a vu quelques données tout à l'heure de Google. Caroline, alors, l'attention, c'est votre leitmotiv hein, chez Tids. Hein, vous en faites. Absolument. J'ai vu à Cannes des grandes affiches autour de l'attention de vos programmes que vous avez lancés. C'est votre leitmotiv. Pourquoi, d'ailleurs, Tids en a fait vraiment son leitmotiv et aujourd'hui, voilà, c'est le sujet, en fait. Alors, juste pour rebondir sur ce que disait Masaki, hein, c'est vrai que comme il l'a très bien décrit, l'objectif pour nous, c'est de trouver vraiment le bon curseur entre la qualité de l'expérience utilisateur et le respect de l'expérience utilisateur, la juste rémunération pour les éditeurs premium et par ailleurs l'efficacité publicitaire pour les annonceurs. Hein. C'était l'objet du Trinity Project, une étude qu'on a fait avec Havas au niveau global, hein, de comprendre comment on pouvait justement rétablir une dynamique vertueuse. Pour revenir sur l'attention, ce qu'on entend beaucoup, nous, de nos annonceurs, hein, c'est qu'aujourd'hui, dans un contexte média inflationniste, hein, le challenge pour eux, c'est d'améliorer la rentabilité de leurs investissements médias.
et de réduire leur empreinte carbone. C'est vraiment le challenge auquel ils sont confrontés. Et il se trouve que l'attention peut leur permettre de travailler dans ce sens. Et donc, on le sait parce que l'attention est corrélée à l'impact publicitaire. Donc, plus on arrive à délivrer de l'attention, meilleurs seront les résultats en termes d'impact. Et que par ailleurs, quand on planifie avec une logique d'attention, on va pouvoir réduire le gaspillage d'impression. Donc c'est le métrique idéal, en fait, au final, c'est ça? Alors, c'est pas la silver bullet, comme diraient nos amis anglais, mais en tout cas, c'est une partie de la réponse, je pense, et ça a le mérite de replacer l'utilisateur au centre véritablement des réflexions. Donc, c'est vraiment pour nous absolument clé. Après, l'attention a toujours existé. Quand on achète du prime time en télévision, on achète de l'attention. Simplement, on présumait qu'on avait de l'attention. Maintenant, on peut la mesurer, y compris en télévision, avec TVision aux US ou au UK. Donc, ça a vraiment changé, en fait. L'évolution de la mesure de l'attention sur les 3 dernières années est vraiment très, très importante, notamment sur les marchés anglo-saxons. Donc, vous avez Lumen Research au UK, par exemple, qui a des panels mobiles et qui a développé une solution qui nous permet de scaler la mesure de l'attention sur les campagnes live. Vous avez Adelaide aux US, Amplify Intelligence en Australie. Donc, tous ces instituts ont vraiment levé le niveau et permis d'améliorer la mesure de l'attention et de la rendre scalable surtout. Vous avez fait des expérimentations, vous avez le Attention Economy Project, le Attention Programme aussi. Alors en fait, les agences ont été précurseurs sur la recherche dans le domaine de l'attention. Dentsu, ils viennent de fêter les 5 ans de l'Attention Economy Project, justement, dont on a été partenaire, qui a été une étude absolument fondamentale pour poser les bases et établir la relation entre l'attention et l'efficacité. Donc ça, c'était une première étude auquel on a participé. On a appris beaucoup de choses sur les mécaniques et les variables de l'attention. Ensuite, il y a des travaux qui ont été faits aussi par OMG au niveau global avec Karen Nelson-Field. Havas a aussi, avec nous, travaillé sur l'environnement publisher premium. Donc il y a eu énormément de projets qui ont permis de poser les bases et d'établir, encore une fois, cette relation entre l'attention et l'efficacité publicitaire, aussi bien du point de vue branding que du point de vue de l'impact sur les ventes. Alors, tout ça nous fait penser qu'il est temps d'évoluer, justement, de la viewability à l'attention, de changer un petit peu les référents de mesure, les KPI de mesure qu'on utilise. Ça nécessite une certaine éducation. Donc, c'est pour ça qu'on a lancé ce programme il y a 8 mois. Et donc, on a eu vraiment énormément d'annonceurs qui sont venus tester avec nous la mesure de l'attention sur les campagnes live, l'optimisation des créations sur des critères d'attention et bien entendu aussi comprendre la relation entre le niveau d'attention et l'impact publicitaire pour déterminer de combien d'attention j'ai besoin pour ma marque et mon KPI, y compris d'ailleurs Nestlé sur d'autres marchés que la France. Adrien, chez Mindshare, chez WPP, Groupe M, gros sujet autour de l'attention aussi. Vous faites beaucoup d'expérimentations au niveau mondial. D'abord, par rapport à ce qu'a dit Caroline et les uns et les autres, quel est le travail que vous faites, vous, justement, pour travailler autour de ces normes et pour finalement un peu éduquer les annonceurs autour de tout ça? Bonjour. Pour l'instant, rien de très concret en France en termes d'activation, mais je me suis... On va peut-être changer le micro. Merci pour votre attention. C'était une mesure de l'attention. C'était bien ça. Non, mais oui, donc c'est très exploratoire pour le coup en France. Enfin, on a discuté avec Fabien récemment. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, c'est très très rare un clic en digital, un clic sur une publicité, une conversion, c'est très rare. Mais un clic, ne serait-ce qu'un clic sur une bannière, c'est très très rare. Et donc, en fait, ça a énormément de valeur. C'est pour ça que l'intention est très, très forte. Alors, la première bannière pub, c'était en 94 et TNT sur Wired. Et le taux de clic, c'était 47%. Pas 0,47%, 47%. Parce qu'il y avait énormément de curiosité, parce que c'était très drôle. C'était presque un clickbait, tellement la bannière était un peu bizarre et loufoque. Donc, tout le monde allait cliquer dessus. Ça, c'est plus du tout notre réalité. Mais évidemment, il faut qu'on arrive à retrouver de l'attention différemment que juste essayer d'attirer, de trapper des consommateurs, des internautes ou des mobinautes pour les emmener sur des clics. Ce que je trouve qu'il y a beaucoup de valeur, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure,
c'est le fait que ça recrée de la conversation avec les annonceurs. Et ça recrée une conversation qui nous permet, et le mot est sorti aussi, de placer le curseur. Et quand on a une conversation avec un client autour de la brand safety, autour de l'attention, autour de... nous, on parle pas mal d'éthicité de la data en ce moment avec nos clients. Moi, ça me plaît beaucoup parce que voilà, on va parler curseur. Quand tu dis, Caroline, entre la performance que un client a envie d'obtenir et la brand safety qu'on doit mesurer pour lui, bah, c'est essentiel. Et ça, c'est le rôle d'une agence. Quand tu vas parler SPO après, il y a les logiques d'intermédiaire. Si on considère que l'agence est un partenaire ou un intermédiaire, on est un bon partenaire quand on aide les clients à mettre le curseur correctement pour faire un bon travail, avoir de la performance en médias, éventuellement même de la conversion si le but c'est d'aller vendre, mais surtout d'avoir un respect de la marque et construire des marques. C'est très compliqué, ça prend beaucoup de temps, c'est énormément d'investissement de la part des annonceurs. Alors, Fabien, tu as créé Explain.ai il y a un peu plus d'1 an, justement autour d'un outil de mesure de l'attention. Tu me disais que la visibilité et la complétion sont des KPIs datés qui ne sont plus suffisants. Ils sont inutiles et finalement la mesure de l'attention, ça doit devenir la référence. Alors bonjour à toutes et à tous. Ouais, donc on a cofondé avec mes associés Explain en mars 2022, il y a presque 1 an, pour essayer effectivement d'adresser la problématique de la mesure de l'attention qui est portée aux publicités. Et effectivement, ça s'inscrit dans une démarche de challenge d'une mesure qui est le KPI central de la mesure de la qualité de l'exposition publicitaire depuis une quinzaine d'années, qui est la mesure de la visibilité, qui est par ailleurs un extraordinaire KPI, je pense, qui historiquement a été extrêmement utile, parce que quand il est arrivé, il faut se remettre dans le contexte, il y a une quinzaine d'années, il a servi finalement à éliminer tout ou partie des inventaires qui n'étaient jamais affichés à l'écran, c'est-à-dire, pour ceux qui se souviennent, les bas de page 728 par 90 dans le footer, qui représentaient des volumes considérables et qui étaient facturés systématiquement aux annonceurs au prix d'une impression effectivement hyper visible. Consommateur en empreinte carbone en plus. Certainement. En plus, alors, à l'époque, on ne valorisait pas encore, ça faisait pas partie des KPI, mais effectivement, c'était extrêmement consommateur d'empreinte carbone. Et donc, fast forward en 2023, je pense qu'on a fait un énorme nettoyage et en fait, on a fait un excès inverse, c'est-à-dire que la visibilité est devenue une currency systématiquement utilisée dans la majorité des plans médias. Aujourd'hui, en réalité, il est très facile d'atteindre des taux de visibilité considérés comme excellents autour de 70, 75, 80%. Et en fait, il y a un effet de bord qui s'est créé, que tu as, je trouve, très justement évoqué, qui est notamment celui de l'encombrement publicitaire excessif, de la saturation des espaces, de techniques pour artificiellement fabriquer des impressions qui génèrent des taux de visibilité, des taux de complétion très élevés. Je suppose que vous avez peut-être rencontré au cours de votre navigation web des players desktop qui sont en autoplay en vidéo et qui au scroll se minimisent et viennent s'ancrer en bas à droite de votre écran. C'est des emplacements vidéo qui génèrent des taux de complétion visibles extraordinairement élevés, qui vont également tomber dans le piège d'ailleurs des mesures custom un peu plus complexes proposées par les annonceurs. Et effectivement, les métriques de l'attention qui vont justement s'intéresser à la surface occupée par la publicité par rapport à la taille de l'écran, à la position de la publicité d'un point de vue horizontal, est-ce qu'elle est sur la droite, est-ce qu'elle est centrée par rapport au contenu, qui va permettre finalement d'enrichir la réflexion autour de la visibilité et d'apporter une vision très objective de quelque chose qui est habituellement extrêmement subjectif, qui est finalement est-ce que je suis dans un environnement qualitatif, en essayant de quantifier finalement tous les déterminants de la qualité et qui font une bonne impression publicitaire et un bon contact. Et le device, du coup, enfin, pardon, mais tu as rajouté le device parce que tu parles de la taille de l'écran, mais c'est... Ouais, alors effectivement, la notion de surface, des types de navigation qu'on a eu, c'est l'exemple que tu donnais tout à l'heure, la logique d'hyperloop, là, il y a 2-3 formats ridicules qu'il faut essayer de sortir quand même. Oui, tout à fait, mais en réalité, pour moi, c'est inclus dans la notion de surface occupée par la publicité par rapport à la taille de l'écran. Un pavé 300-250, typiquement, ça fait à peu près 5% de l'espace utilisé par un desktop. C'est un format hyper standardisé aujourd'hui sur le marché, en particulier sur le programmatique Open Auction. En mobile, il va peser 20-25% de la taille de l'écran. Et donc, en fait, mécaniquement, il n'a pas tout à fait le même impact. On peut parler du Digital Ad Trust peut-être. On perce l'abcès. On perce l'abcès. Le Digital Ad Trust, c'est terminé. C'est vrai qu'en préparant, ce que je disais à Sylvia également en préparant, on m'en a parlé en disant bon, c'était bien, mais finalement, on ne le regrettera pas. Allez, on en parle tout de suite maintenant. Et on parle de l'avenir aussi, le Sustainable Digital Ad Trust. Alors effectivement,
je souris, je ne ris pas. Mais je rappelle pour tout le monde que le label Digital Ad Trust s'est arrêté le 31 décembre 2022. Donc peut-être dans la salle, certains n'étaient pas au courant et sont en choc de cette nouvelle. Plus sérieusement, non mais c'est vrai, ce que je disais à François en préparant, j'ai un label vous manque et tout est dépeuplé. Parce qu'on a l'impression vraiment qu'il y a une sorte de truc terrible sur la fin du label, alors que... On fera un petit tour de table. Voilà, quand même, il y a eu un succès d'estime, mais on ne peut pas dire que quand même tout le monde s'est emparé du label et en se disant, chouette, je vais faire tous mes plans en mettant plus de 50% de mes impressions sur des sites labellisés. En tout cas, hein, Corinne, je ne sais pas, on l'a pas vu. Non, mais plus sérieusement et de manière positive et constructive, moi, l'enseignement que j'en tire, c'est que on a beau se mettre d'accord sur des standards, etc., et se dire, voilà, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. En fait, ça ne marche pas s'il n'y a pas un engagement de toutes les parties prenantes. Et demain, que ça s'appelle label, charte, programme, il faut que ce soit co-construit, copiloté et cofinancé. Et de nouveau, ce n'est pas pour faire la petite punchline du matin, mais c'est vrai que néanmoins, si je devais résumer, la sell-side qui propose et la buy-side qui dispose, c'est un peu fini, effectivement, parce qu'il y a des interdépendances dans les enjeux pour les marques. Il y a des interdépendances, évidemment, dans les enjeux aussi de modèle économique. Moi, j'ai plein de questions pour Mazaki. J'ai trouvé ça formidable, votre intervention. Mais alors, les annonceurs, ils sont OK pour payer? C'est ça la vraie question aussi, à un moment de finalement, tout ce travail que vous revendiquez d'intelligence et finalement de sélection et de tri objectif pour, normalement, laisser la part belle à ceux qui ont une proposition plus responsable, plus durable ou plus qualitative. Qu'en est-il, Mazaki? Voilà, c'est Sylvia qui modère la table ronde désormais. Donc Mazaki, tu peux répondre. En demi-pro. C'est vrai qu'avec l'attention, on évoque principalement un sujet de mesure, à vrai dire. C'est-à-dire qu'on va faire intervenir des outils après la diffusion de la campagne. Du point de vue d'une marque et de son agence, le meilleur moyen de s'assurer de la diffusion des publicités dans des environnements de qualité, c'est encore en avance, en amont, de sélectionner les supports qui répondent à un certain cahier des charges de qualité, d'emplacement, de format, etc. Vous allez bosser avec des whitelists? Comment? Vous allez bosser avec des whitelists? Oui, et on a besoin de labels comme DAT qui nous permettent... Alors, le label, il n'y en a plus. Hein, donc, bah, je vais dire ce qu'il y a après. Mais de nouveau, il va y en avoir un nouveau, je tiens à bien préciser que c'est vraiment... je parlais de il y a une co-responsabilité de tout le marché à fait que ce label se soit arrêté. Puisque quand on l'a fait... effectivement, il y avait finalement il y a eu des déclarations d'intention importantes au moment de sa création, mais derrière, ça n'a absolument rien changé en ce qui concerne, en tout cas, les acteurs que je représente sur la partie side française. Il y a deux facettes à ce problème sur DAT. Il y a eu une désaffection du côté des éditeurs. Ils n'y retrouvaient pas, eux, d'intérêt. Chez les annonceurs, donc de ma partie, on a encouragé cette approche. On a des comptes comme BNP Paribas qui se sont même carrément engagés dans des programmes Citroën, pluriannuels. Intermarché, Orange, c'est toujours les mêmes qu'on Ils ont réservé une part croissante d'année de l'investissement digital réservé aux sites labellisés DAT. Ça, c'est quand on a fléché. 5 annonceurs, 5. Je sais, mais il y a toute une partie de notre investissement digital qui n'a pas été fléché officiellement vers les sites labellisés. Et pourtant, on fait tout pour concentrer les investissements sur ces supports-là. Je n'ai aucun doute sur la capacité. De nouveau, je trouve vos propos extrêmement positifs et extrêmement encourageants. Et moi, j'y vois, et je sais que vous présentez une agence, mais je pense que c'est aussi le porte-voix de l'UDECAM. Et j'y vois là une excellente nouvelle. Moi, ce que j'ai entendu ce matin, c'est objectivation, c'est réinvention de KPI, basée effectivement sur une évolution légitime qui est basée sur pas juste de la visibilité à tout prix, mais bien attention, parce que derrière attention, pour effectivement les annonceurs, c'est qu'est-ce que ça donne en termes de mémorisation, qu'est-ce que ça donne derrière en termes d'incitation, et d'incitation derrière notamment à acheter mes produits. Donc, ce n'est pas juste de l'attention. L'eye tracking, c'est formidable, mais de nouveau, ça y est, c'est comme les data clean rooms. Alors, j'ai 2000 data clean rooms, moi j'ai 32 méthodologies d'eye tracking, ça y est, je suis sauvée. Donc, c'est plus subtil que ça. Je peux me permettre d'intervenir dans le débat. Effectivement, je pense que la clé, c'est la mesure de l'efficacité. C'est-à-dire que si on peut trouver
des moyens de montrer que les sites Ça, la clé. de qualité délivrent de meilleurs résultats, au final, c'est ça qui va faire la preuve. Absolument. Et quand on regarde les sites de news, par exemple, on sait que ce sont la meilleure catégorie de sites en termes d'attention, et de loin. Hein, donc ça, c'est quand même très important. Et que par ailleurs, quand on regarde comment ça se transmet, ça se traduit en termes d'efficacité, on voit aussi de meilleurs résultats. Et je pense que c'est ça la clé. C'est-à-dire qu'il faut... La première devise, c'est la devise de l'efficacité. On va poser la question à Julien. Le DAT, alors, finalement, vous n'étiez pas dans la liste des 5 super annonceurs. Nestlé aussi. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais finalement, l'idée, c'est pas Nestlé, moi, j'ai fait une table ronde avec quelqu'un de Nestlé il y a quelques années, qui déjà avait cette vision de dire on crée effectivement des normes sur mesure et on a cette démarche de test and learn. Donc oui, vous avez évidemment... C'est tout à fait ça. Non, mais ma deuxième question va être aussi, est-ce que vous êtes prêt à aller à un Sustainable DAT? Puis après, je poserai la question Attends, du côté de j'ai pas dit ce que Groupama aussi. Oui, déjà, pour répondre au premier point, Oui, vas-y. je pense qu'effectivement, en fait, nous, le label DAT nous a plus servi comme réassurance qu'en activation. Puisque c'est des test and learn qu'on faisait déjà. Je n'étais pas encore chez Nestlé, mais j'ai pu récupérer un certain historique. C'était côté agence, donc c'est intéressant. Et côté agence, là je vais prendre ma casquette annonceur. On faisait déjà des tests chez Nestlé pour s'assurer qu'effectivement les éditeurs premium, les éditeurs de news versus d'autres activations généraient plus de ventes de par des études plutôt Geolift, Saleslift, etc. Donc en fait ça a été de la réassurance pour nous DAT, plus que de l'activation. Vous seriez prêt à discuter et aller à fond sur un SDAT qui aurait du succès, en tout cas? On discute déjà un petit peu, et évidemment que ça fait partie des logiques de Nestlé au regard de nos produits. La sustainability, c'est sûr que c'est un gros chantier. On a un objectif de neutralité carbone pour 2050 qui passe par évidemment tous les leviers Nestlé, dont le média. Donc oui, ce sera des discussions qu'on aura. Juste peut-être quand même, François, donc sur le Sustainable, effectivement, at Trust, c'est des travaux que nous avons commencé à initier au niveau du SRI, où il y a les enjeux de sustainability, mais pour nous, c'est au-delà des dimensions, on va dire, transition écologique, pardon. La sustainability, c'est bien une publicité responsable. Et donc, dans ce contexte-là, c'est aussi redéfinir qu'est-ce que veut dire la notion de qualité. Et où je rejoins tout le monde, le label notamment travaillait sur tout ce qui était visibilité. Et alors là, je le dis haut et fort, c'est un KPI totalement obsolète, nous sommes d'accord. Donc voilà, donc nous l'enjeu, mais néanmoins je fais un appel ce matin, puisque j'ai la chance d'avoir le marché devant moi. Je le redis, ce Sustainable at Trust, il sera ce que vous aurez envie, vous, partie prenante, qu'il soit. Et on a besoin effectivement maintenant d'avoir des discussions concrètes et opérationnelles, Mazaki, welcome, pour effectivement travailler sur qu'est-ce que ça veut dire demain, des KPI qui permettent derrière de délivrer au quotidien une proposition durable et responsable en termes de publicité. Adrien, justement, dans la discussion là-dessus, finalement, le rôle de l'agence là-dessus, est-ce que finalement, chez vous, vous avez suffisamment poussé auprès des annonceurs? Et puis, peut-être qu'on peut allonger la liste des annonceurs qui ont été... sur ce Pour label. tout le monde, le marché du digital en 2022, c'est 8,4 milliards, tu vois, donc il y a un peu de marge quand même. Ah, mais on a clairement notre part de responsabilité en tant qu'agence. Enfin, si en représentant GroupM, c'est 1 $ sur 3 dans le monde qui investit en publicité via nous, forcément, si un label n'a pas pris, enfin, moi, je considère qu'on a notre part de responsabilité. Je pense qu'on a essayé quand ça a été lancé. Je me souviens de la partie PMP sur notre partie programmatique où on avait directement lancé une PMP dédiée pour les sites du Digital Trust. Il y a certainement certains endroits où ça a dû fonctionner, d'autres non. Après, moi, j'ai un truc qui m'a gêné par rapport au Digital Trust, c'est que les labels, ils ont aussi de la valeur par rapport à ce qu'on exclut de ce label, ou ce qu'on n'inclut pas, on va dire. Et je trouve qu'il y a une évolution qui n'était peut-être pas la bonne. Alors, c'est facile de critiquer maintenant, surtout que c'est terminé, mais du coup, je serais ravi de participer aux prochains travaux. Mais voilà. Au début, il y a 40 sites. Au début, il y a 40 sites, on les regarde, il y a la PQR. Il y a la PQR, c'était nickel, il y avait plein de jolies régies, etc. Et puis à la fin, on finissait à 100, 130 sites. Si on est honnête et qu'on fait l'expérience de navigation de site sur l'ensemble des sites Digital Trust, je suis désolé, moi je ne m'y retrouvais pas. Et j'ai été éditeur par le passé, il y a une logique de contrat de lecture avec les gens qui vont vous lire, il y a un contrat publicitaire avec les annonceurs. Il y a deux, trois, on parlait d'encombrement publicitaire, etc. Je pense que ça a aussi desservi un peu le Digital Trust à certains moments.
Après, Ouais, alors si je puis me permettre, le label digital AdTrust c'est a été opéré par des tiers, d'accord. Donc il y avait une logique de processus d'amélioration continue et d'audit extrêmement exigeant pour les éditeurs. Voilà, donc après, j'ai pas envie, moi, de rentrer mais dans du coup, ce débat-là. ça aurait Non, mais pu faire on un a truc pris à des 2 vitesses, auditeurs peut-être. tiers, on a accepté de monter un label mesuré par des tiers de confiance, adoubé par les parties prenantes du marché. Et moi, j'ai toute confiance en ce qui a été. Ok, je ne remets pas en cause la qualité de la certification qui a pu être donnée par les acteurs, et notamment le CESP, hein, pour ne pas le citer, qui effectivement a contribué aux travaux de certification du label. Donc, il y avait des enjeux derrière Ouais, de complètement. vérification. Peut-être qu'on aurait pu faire plusieurs niveaux, plusieurs strates ou Oui, mais de plusieurs nouveau, mais à familles partir de certification Oui, sur mais la trust. C'est un bien mot sûr, mais super important. les C'est la éditeurs, confiance, ça a les- même été un thème de Bien l'UDECAM sûr. pendant longtemps. Il y a un vrai, c'est un mot super fort. Mais les pense éditeurs, que c'était- pour rentrer dans le label, ont accepté ce que disait Fabien, de supprimer les formats display sales, on va dire. Donc, ils ont accepté de perdre immédiatement de l'argent, il faut le savoir. Ils attendaient un retour sur investissement, parce que de nouveau, c'est très exigeant, la labellisation, surtout quand vous êtes dans une logique de certification continue. Et ils n'ont pas retrouvé de ROI. Donc, en fait, il faut entendre dire que les éditeurs français, aujourd'hui, n'avaient plus les moyens d'opérer le label, tout simplement. Un mot du SPO, justement. C'est assez central pour vous chez Nestlé, puisque ça permet quand même de réduire les intermédiaires, hein, et donc d'être moins énergivore en empreinte carbone. Est-ce que tu peux nous parler un peu des travaux, puisque vous pouvez aussi donner un peu le ton au marché, hein, là-dessus, hein. Oui, tout à fait. C'est un sujet qu'on est en train de creuser. Notre point de départ, en fait, c'est qu'en fait, à l'inverse de ce qui a pu être dit en introduction, nous, acteurs FMCG, on a tendance à s'ouvrir à l'open et au programmatique pour la simple et bonne raison qu'on a accès maintenant à de la data shopper. Donc ça, c'était le point de départ. Et l'idée, c'était de rendre un peu moins opaque ce qui se passait sur l'open web. Parce qu'on sait, de par des études ISBA 2020 qui est ressorti en 2022, qu'il reste une part de flou. Donc nous, en plus d'avoir cet objectif de raccourcir les chemins pour des raisons évidentes, hein, éthiques, pour une meilleure rétribution des éditeurs de contenu, et je précise éditeurs de contenu parce qu'il n'y a pas que des éditeurs de contenu, et également pour notre compétitivité en termes de coûts. Donc on a fait un test, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le point aujourd'hui, mais on a fait un test de voir combien disparaissait dans la nature sur notre chaîne programmatique en open. Les chiffres moyens s'approchent de 13%, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas ça fait mal parce que cet investissement-là ne va ni chez l'éditeur et ne nous aide pas dans nos performances médias. Donc ça c'est le premier point pour le SPO, c'est vraiment point de savings ou de rétribution éditeur. Et le deuxième point qui est assez lié, c'est le sustainable. On a tendance à penser qu'en achetant plus court, on va générer moins d'empreintes carbone. Donc les tests sont en cours, mais on a quand même un léger doute là-dessus, parce que ça, c'est un travail qui est conjoint, qui est à faire côté buying, côté sell-side, parce que ce n'est pas parce qu'un annonceur décide d'acheter au plus court qu'un éditeur ne va pas déclencher tous les appels serveurs liés au programmatique. Donc voilà, ça c'est le sujet qui est en cours de discussion. Donc sur la valeur, le fait que la valeur aille peut-être plus vers l'éditeur, en fait, au final, puisqu'on voit bien, hein, plus de valeur égale plus de qualité, etc. Cercle vertueux. Chez Tids, vous avez le SPO intégré à votre manager, c'est ça? Justement, c'est quoi votre vision par rapport à tout ça? Et justement, le petit reproche fait par Julien sur le fait que finalement, ce n'est pas non plus la panacée en termes d'économie d'empreinte carbone. En fait, il y a une étude aux États-Unis qui a été faite par Joint Media, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui a montré qu'en fait, on était le meilleur en termes de justement SPO, tout simplement parce qu'on est intégré en direct avec les publishers. Donc, à partir du moment où vous achetez sur Tids Ad Manager, c'est le chemin le plus court. C'est les outils propriétaires qui peuvent fonctionner. Oui, absolument. Très bien. On va parler de l'affichage, évidemment, dans tout ça. Isabelle. Oh, François, je croyais que j'étais juste là pour la parité. Merci. Pas du tout. Alors Isabelle, la résistance du média de l'affichage, évidemment, peut-être un mot sur tout ce qu'on a dit à l'instant. Alors effectivement, le Digital Ad Trust, vous n'êtes pas dedans. Là-dessus, vous avez votre trust à vous, hein, oui. Avec votre la CPM. DOH Trust. Peut-être un mot de toutes ces normes, effectivement. Comment vous, au niveau du média de l'affichage, notamment le DOH, vous avez pu finalement un peu trouver la bonne solution, et si elle a été trouvée.
deux commentaires, effectivement, une table ronde passionnante. Premier point, back to basics. Comprendre que des mots comme émergence, puissance, surface visible 100% utile, des mots comme également le fait que les datas sont des datas, et je rejoins beaucoup ce qui a été dit par Masaki, sont totalement anonymisés, que l'on est capable d'aller générer des groupes que l'on souhaite toucher, sans pour cela utiliser, vous le savez, les cookies, c'est quand même formidable. Donc ça, c'est quand même pour nous, ce média qui a toujours été un gros média de branding et d'activation, c'est une très bonne nouvelle de voir que certains errements sont peut-être derrière nous. Deux, c'est beaucoup plus facile pour un média de faire une transition technologique, industrielle, quand le média va bien. Le média de l'OH, il va très bien dans le monde entier. Vous savez que JC Deco en est le leader mondial. Et donc, c'est plus facile quand un média se porte bien, a des audiences en croissance, a des chiffres d'affaires en croissance, d'embarquer une mutation technologique, donc l'apparition des écrans numériques, d'abord indoor puis outdoor, et puis d'aller de façon sélective, premium, digitaliser nos inventaires et y adjoindre un écosystème tech avec une ESSP depuis maintenant 5 ans, une DSP avec Displace que nous avons, dont nous nous sommes rapprochés depuis maintenant 6 mois, et des DMP avec des grands concédants comme je pense à Carrefour ou à Monoprix qui nous donnent les sorties de caisse, ce qui nous permet d'avoir de la data parfaitement pertinente. Et un maintien de la valeur dans la digitalisation d'un média, c'est quasi unique, hein, on va pas le dire. Et donc effectivement, une digitalisation de ce média qui a plutôt créé de la valeur, et je l'espère vraiment, créer également de la valeur pour les marques. C'est ça que nous recherchions avec cette brand safety, avec cette contextualisation extraordinaire que permet le digital out of home, cette dimension chaude grâce au triggering que l'on n'avait pas avant, et puis grâce à l'ouverture au programmatique qui permet aujourd'hui à un annonceur californien via une DSP néerlandaise d'acheter des inventaires en France par exemple. Alors, l'importance des labels, des mesures, je crois que c'est quelque chose... Peut-être un mot du label que vous avez, vous, au niveau du DOH. Oui, nous, on l'avait monté avec l'ACPM. Il tourne autour des logs. C'était extrêmement important, effectivement, que ce média se dote dans sa partie digitale d'un tiers de confiance, qui a été l'ACPM. Nous, on est prêts, alors vraiment en tant qu'entreprise, mais aussi en tant que filière, à participer à tout ce qui pourra aller dans un sens positif, qui remettra beaucoup de sérieux, de crédibilité, et surtout dans une dimension également sustainable qui, pour nous, est importante. Notre média a été très fortement attaqué. Je rappelle que tout le DOH en France, c'est 0,1% des consommations énergétiques en France liées aux technologies de l'information et de la communication. Pas seulement la publicité, certes, mais ce que l'on appelle l'information et la communication. On a été très stigmatisé, vous le savez. On est quand même le seul média à avoir eu un décret en matière de sobriété énergétique. Je pense que l'Église, elle va être remise au milieu du village très prochainement avec un certain nombre d'études qui vont sortir. Et tout ce qui pourra aller vers une plus grande responsabilité, également sociale et environnementale et sociétale, c'est important pour nous. Voilà, et puis une mesure certifiée, vous allez réformer votre mesure aussi avec Mobimétrie, c'est ça? Alors, Mobimétrie, ça c'est la mesure de la filière en France qui sort effectivement au 2e trimestre, une mesure totalement rénovée, à l'emplacement, à l'heure, avec des effets de saisonnalité et bien évidemment le digital inclus. Voilà, le rendez-vous est donné en tout cas. Je crois que la discussion a été intéressante et les discussions vont démarrer. Puis je crois que ça va être une thématique qui va être importante lors du 3e rendez-vous des rencontres de l'UDECAM. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé à cette table ronde. Et voilà, je vais donner la parole à Charlotte pour la suite. Merci beaucoup.